Joliba Morning News. La corruption ou la délinquance financière étouffe et gangrène l'économie du Mali. Quelles en sont les causes et les conséquences? Vous aurez la réponse dans un instant. Plus de 50 milliards de francs CFA ont été détournés dans la gestion de fonds Covid-19 selon le VBG. À l'international, une manifestation d'opposition interdite réprimée à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue au rendez-vous de l'information. Le bureau du vérificateur général a relevé une mauvaise gestion de fonds utilisés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Plus de 50 milliards de francs CFA ont été détournés. Oumou Makalo. Le vérificateur général du Mali, Samba Alamdou Babi, a mis en place la vérification financière de la gestion des ressources de l'État malien utilisées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 pour s'assurer de la régularité et de la justesse des opérations de dépenses effectuées. Les travaux de vérification du bureau du vérificateur général ont porté sur l'examen des opérations de dépenses, de gestion des intrants et équipements et de répartition des céréales au cours de l'exercice 2020 des fonds COVID-19. L'équipe de vérification a relevé des observations et recommandations aux irrégularités administratives et financières, souligne le bureau du vérificateur général dans son rapport de vérification. Cette vérification, selon le document, a pu relever des irrégularités financières estimées à plus de 50 milliards de francs CFA. Ces irrégularités concernent les marchés d'acquisition de masques par la Chambre de commerce et de l'industrie du Mali, sans contrat à hauteur de 9 milliards 462 500 000 francs CFA. Les droits d'enregistrement et redevances de régulation non exigés par la Chambre de commerce et de l'industrie du Mali pour 378 87 500 francs CFA. Le montant non déposé dans les banques par le directeur général du Fonds de garantie du secteur privé à hauteur de 6 milliards 500 millions de francs CFA. Et le montant non transféré par le coordinateur du projet Djigui Medjiri pour un montant de 30 milliards 97 471 525 francs CFA. Il s'agit également des dépenses abusives effectuées par le coordinateur du projet Djigui Medjiri pour 25 200 000 francs CFA. Des dépenses abusives effectuées par le régisseur de la caisse d'avance du ministère des Maliens de l'extérieur à hauteur de 436 679 741 francs CFA. De la dépense abusive au profit d'un opérateur économique ordonné par l'ex-ministre de l'économie et des finances et l'ex-ministre de l'industrie et du commerce pour un montant de 2 milliards 85 600 000 francs CFA. Les faits, selon le rapport, ont été transmis par le vérificateur général au président de la section des comptes de la Cour suprême et au procureur de la République près des tribunaux de grande instance de la commune 3 du district de Bamako, de Mopti et de Kaya, chargés du pôle économique et financier. Comme évoqué dans les titres, la corruption ou la délinquance financière, un mal qui étouffe et gangrène l'économie du Mali. Quelles en sont les causes et les conséquences? Peut-on mettre un terme à la corruption sans la justice? Élément de réponse avec Fabrice Nouziayovo. La corruption est un phénomène viral qui gangrène depuis la nuit des temps différentes nations du monde et surtout les pays du Sud dont le Mali. Corruption, délinquance financière, blanchiment de finances publiques, clientélisme, favoritisme, népotisme, gabégie, quelles en sont les véritables causes? Au Mali, ces dernières années ont été caractérisées par une instabilité politique et une succession de conflits. Est-ce une raison pour céder à la corruption? Bien avant, en 2009, le bureau du vérificateur général a estimé que 226 millions de dollars manquaient dans le budget de l'État. En 2017, pour lutter contre le phénomène, l'État met en place une institution. Il s'agit de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI. Ils ont reçu la visite lundi dernier du Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga. La situation du Mali reste préoccupante, Monsieur le Premier ministre.
Le dernier classement de Transparency International de 2020 fait ressortir le Mali comme 29e pays sur 54 pays africains ou 129e pays sur 180 pays à travers le monde, avec une moyenne de 30 sur 100, ou une note de 30 sur 100, c'est-à-dire que nous n'avons pas la moyenne. Moi-même, en tant que chercheur, je me suis attelé à identifier dans les différents rapports de contrôle les différents montants qui sont ressortis. Je me suis aperçu qu'en 15 ans, de 2005 à 2019, plus de 1266 milliards de francs CFA sont ressortis comme étant les conséquences financières des actions de mauvaise gestion dans certains services publics du Mali. La dernière enquête Afrobaromètre pour la période 2016-2018 indique que les citoyens considéraient que le niveau de corruption était très élevé au sein de l'administration. Sur 1200 personnes interrogées, 49,5% trouvaient que la totalité ou la majorité des agents publics étaient impliqués dans des faits de corruption. Entre 1992 et 1995, la Banque mondiale faisait état de 21 milliardaires au Mali, dont 18 fonctionnaires. Des fonctionnaires milliardaires, quel modèle de démocratie? Jamais ils ne sont inquiétés, encore moins punis. L'impunité est à son comble. La démocratie, c'est aussi l'obligation de rendre compte. Ces faits ne sont pas sans conséquences sur l'avenir du pays. Peut-on arriver à bout de la corruption ou de la délinquance financière sans la justice? Nous avons d'ores et déjà transmis à la justice près de 10 dossiers pour pas moins de 7 milliards de francs CFA de biens. Nous comptons également sur M. le Premier ministre, chef du gouvernement, pour faire accélérer les dossiers au niveau de la justice, tout en respectant bien sûr les droits de la défense et la séparation des pouvoirs. Mais nous savons que légalement, vous disposez des moyens et des marges de manœuvre. De par la loi, le bureau a un pouvoir de dénonciation et de transmission aux autorités judiciaires des faits décelés lors des missions de vérification qui sont susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale et à la gestion budgétaire et financière. La corruption ne gagne pas plus que l'honnêteté, selon William Shakespeare. Alors, pour recoudre le tissu, un nouveau contrat social s'impose. Plus de 60 partis politiques refusent de participer aux assises nationales. C'est à travers un communiqué adressé au Premier ministre qu'ils ont fait savoir cette décision. Aminata Chektal nous en dit plus. Dans un communiqué en date du lundi 13 septembre, la coalition des partis politiques dit avoir constaté la très grande convergence des points de vue des forces politiques essentielles du pays, à savoir les partis et regroupements des partis politiques membres du cadre d'échange pour une transition réussie au Mali. L'URD, le Parena, le Morena ainsi que le M5 autour des principales préoccupations contenues dans leur mémorandum du 24 août 2021. Mémorandum portant sur le respect de la durée des 18 mois de la transition et l'organisation des élections générales, présidentielles et législatives le 27 février 2022. Dans le dit communiqué adressé au Premier ministre, la coalition des partis politiques déclare qu'elle ne prendra part ni à l'organisation ni à la préparation de ces assises. Dernière en date, le Premier ministre, lors de son programme d'action du gouvernement, a réitéré sa volonté de rester dans les délais, donc dans le cadre tracé par la concertation nationale au départ, et nous apprenons comme ça, du jour au lendemain, qu'il y a des assises nationales, c'est-à-dire dites de la refondation, qui sont prévues et que c'est de ces assises que désormais la nouvelle direction de la transition sera fixée. Nous pensons qu'on ne change pas la règle du jeu pendant le jeu. Pour les leaders de cette coalition, les priorités sont ailleurs. Nous pensons que ce n'est pas nécessaire. La priorité aujourd'hui, c'est de poser des actes qui doivent nous amener vers la fin de cette transition. Il ne s'agit pas de mettre une autre assise pour fixer d'autres objectifs. Selon le président du parti CODEM, également membre de la coalition des partis politiques, la pertinence de ces assises dites de la refondation laisse à désirer. Ce n'est pas surtout pertinent pour les moyens que ça doit mobiliser. Imaginez 2,5 milliards pour des assises. Ce n'est pas de commun accord avec la classe politique, ce n'est pas de commun accord avec la société civile que cette assise a été décidée, mais l'assise a été décidée par un clan qui connaît effectivement les tenants et les aboutissants, mais les autres n'en savent rien.
Donc pour nous, il est inutile. Cependant, cette conclusion tirée par la coalition regroupant une soixantaine de partis politiques fait peser un doute quant au caractère inclusif de ces assises qui sont censées aboutir à des résultats exécutoires pour le gouvernement de la transition, puis pour les autorités qui prendront le relais après les élections. Selon le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, il y a eu au Mali une forte augmentation des activités extrémistes, des violations et autres atteintes aux droits humains entre janvier et juin 2021. Une insécurité qui a entraîné la mort de plus de 948 civils. Abdoulaye Koniba Konaté et Aminata Chektal. Extrémisme violent, grave violation et atteinte aux droits de l'homme, c'est à la suite du coup d'État de mai 2021, le deuxième en 10 mois, que ces actes se poursuivent sans relâche, au dire de Michelle Bachelet, haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Des actes qui, selon elle, ont entraîné la mort de plus de 948 civils. Ils sont tués, blessés et enlevés dans des attaques orchestrées par des groupes armés entre janvier et juin 2021. Il est à souligner que le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a indiqué que les abus s'étendent désormais à des zones auparavant épargnées dans le sud du pays. Aux yeux de Michelle Bachelet, l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces crimes est un facteur majeur de cette insécurité grandissante. Rappelons que courant 2021, de multitudes d'attaques meurtrières ont été enregistrées par des organisations de défense des droits de l'homme, dont la MINUSMA, l'Association malienne des droits de l'homme AMDH et la Commission nationale des droits de l'homme CNDH. Au moins 10 civils avaient été tués le 6 février 2021 à la suite d'une explosion d'un engin explosif improvisé à Ber dans la région de Tombouctou au nord du pays. Entre janvier et mars 2021, la division des droits de l'homme de la MINUSMA a documenté au moins 19 attaques perpétrées par des groupes armés terroristes qui ont causé la mort d'au moins 11 civils et blessé 21 autres dans les régions du centre et du sud, Ségou et Sikasso. Le 7 avril 2021, 35 civils ont été tués et 19 autres disparus à Ogosagou, dans la région de Mopti, au centre du Mali. Le 8 août dernier, 51 personnes ont trouvé la mort dans une attaque attribuée à des groupes terroristes et qui a ciblé 4 villages de la commune de Ouatagouna dans le cercle d'Ansongo, région de Gao, au nord du Mali. Ceux-ci sont entre autres illustrations de la détérioration de la situation sécuritaire à l'intérieur du Mali. Une insécurité qui se limitait au nord en 2012 réside aujourd'hui au centre et gagne du terrain dans le sud. La situation inquiète et préoccupe. L'hôtel de l'Amitié a servi de cadre ce mercredi aux professionnels de la sécurité sanitaire des aliments pour un atelier de discussion. Cet atelier a pour but de sensibiliser et discuter avec les acteurs et les parties prenantes du secteur public et privé sur la thématique « Les programmes d'assurance volontaire ». Suivant la réaction de Mahmoud Abdoul Kamara au micro de Aïssata Traoré et Bakoro Banyare. Ce projet vise à accompagner les exportateurs de fruits et légumes pour que leurs produits puissent avoir accès au marché international et aussi à renforcer les acteurs du secteur public, notamment dans le contrôle, l'inspection et la certification des denrées alimentaires, notamment la filière horticulture. Ces objectifs, c'est à ce que les producteurs maliens de fruits et légumes, notamment la mangue, puissent vendre leurs produits sur le marché international. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif aussi, c'est renforcer les acteurs des services techniques de contrôle et d'inspection pour bien contrôler, inspecter et auditer par rapport au secteur alimentaire. Les parties prenantes, ils seront informés, notamment les producteurs de fruits et légumes, ils seront informés de l'approche certification tierce partie et aussi les acteurs techniques aussi seront informés comment on va procéder au contrôle des denrées alimentaires sur le marché.
Sur tout autre plan, la santé de la mère et de l'enfant reste une préoccupation de premier rang de Collab. Une raison de plus pour ce programme d'organiser un appel à candidature à l'endroit des projets œuvrant dans ce sens. Sur 5 candidatures présélectionnées, 3 ont été choisies. Adama Sanogo et Bakro Banyari. Renforcer la collaboration multi-acteurs pour répondre aux enjeux de la santé de la mère et de l'enfant au Mali et au Niger, tel est l'objectif recherché par le programme Collab. Pour appuyer des projets dans ce sens, il a décidé de primer 3 meilleurs après un appel à candidature. Nous sommes particulièrement heureux pour les projets qui se sont distingués. Parce que c'est des projets de qualité, portés par des entrepreneurs géniaux et par une dynamique multi-acteurs qui est proprement intéressante. 3 projets qui se sont distingués par la pertinence de leur contenu et de leur apport significatif à l'endroit des mères et des enfants sont admis pour une autre phase. Les lauréats se disent satisfaits. C'est grâce à nos partenaires techniques, l'effort de l'engagement et la disponibilité des partenaires. Et nous espérons que nous allons continuer à travailler sur ce rythme jusqu'à la fin du projet. Nous remercions également Collab. Alors, nous sommes très heureux d'avoir pu passer à cette phase d'accélération. Nous sommes très ravis et nous remercions beaucoup les Collab, grâce à qui ce projet a vu le jour. Cette phase qui a été composée de 6 étapes nous ont permis d'être en connexion avec d'autres partenaires. Le choix des projets a été fait sur la base d'un jugement de fond, de la forme et de la quintessence des volets qui s'y trouvent, soutient Maurice Koulibaly. Ils ont la particularité et le lien en commun d'avoir tous un lien avec la santé de la mère et de l'enfant très fort et une dynamique de groupe qui les dote d'un potentiel puissant. Pour rappel, depuis 2017, le programme Collab est déployé au Burkina Faso, au Sénégal et en Côte d'Ivoire sur la thématique de la sécurité alimentaire. Au Mali, le programme est lancé sur 2 ans et il a commencé au début de ce mois. L'image du jour nous conduit au Maroc. Casablanca est une ville située au centre-ouest du Maroc. Casablanca signifie littéralement la Maison Blanche, faisant référence aux ruines d'une maison blanchie à la chaux qui servait d'amé aux marins ibériques qui naviguaient dans les parages. Capitale économique du royaume marocain et plus grande ville du Maghreb par la population, elle est située sur la côte atlantique à environ 80 km au sud de Rabat, la capitale administrative. Sur le plan administratif, son territoire d'une superficie de 384 km est le chef-lieu de la région Casablanca-Setat. Depuis le retour au principe de l'unité de la ville en 2002, il est composé d'une part de la municipalité de Casablanca, divisée en 16 arrondissements répartis dans 8 préfectures d'arrondissement et d'autre part de la minuscule municipalité du Méchoir de Casablanca, placée en son centre et où siège un palais royal. Sa population actuelle est estimée à 3 594 352 habitants. Rendue légendaire par le film Casablanca en 1942, la ville possède un patrimoine architectural moderne important dû à la diversité architecturale qu'elle a connue pendant le XXe siècle, où elle était alors le laboratoire de la modernité d'une nouvelle génération d'architectes qui débarquaient directement des bancs de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Le premier grand port moderne du royaume y a été construit en 1912. Ce grand tournant historique affecta de multiples façons le destin de la ville. L'ensemble du développement économique de la région ainsi intensifié par l'activité portuaire draina à Casablanca les investissements nationaux et étrangers. Cela donna naissance à la capitale économique du royaume, dynamique et moderne que l'on connaît aujourd'hui. Suivons la page internationale à présent avec Fanta Diarra.
Les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée ont ouvert mardi 4 jours de consultation pour définir le contenu d'une transition censée ramener les civils à la tête du pays à une date encore inconnue. Les participants sont sortis des premières séances au Palais du Peuple, siège du Parlement dissous, sans aucune précision sur l'architecture ou la durée de cette transition. Le seul calendrier qui vaille est celui du peuple guinéen, qui a tant perdu, a déclaré le chef de la junte, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, à la télévision nationale. Il a exprimé sa volonté d'une démarche inclusive consistant à répondre aux propositions du plus grand nombre et les associer à la transition. Après, les chefs de parti et les chefs religieux vont se succéder auprès des putschistes jusqu'à vendredi. Les diplomates étrangers, les patrons des compagnies minières et les syndicats. Plusieurs participants ont trouvé Doumbouya rassembleur et à l'écoute, mais ont rapporté qu'il n'avait donné aucun détail sur la transition à venir. Le lieutenant-colonel Doumbouya n'a rien dit jusqu'ici sur le contenu possible de cette transition, sa durée, quel rôle les militaires y jouent, ni commentaire organisé des élections. La communauté internationale inquiète de la stabilité de la Guinée et d'une contagion des faits après un putsch dans des conditions similaires au Mali voisin en août 2020, suit attentivement cette concertation. Une manifestation d'opposition interdite par les autorités a été rapidement réprimée mercredi à Kinshasa par la police, qui a procédé à des interpellations. Sur le long de la route, un important dispositif policier était visible sur plusieurs kilomètres, du Palais du Peuple jusque dans le district populaire de la Tiangou. Au moins 8 personnes ont été interpellées et d'autres malmenées par des policiers. Nous sommes en train d'exiger la dépolitisation de la CENI et les consensus autour des réformes électorales. Nous estimons que l'Union sacrée, qui est l'actuelle majorité au pouvoir, veut faire le forcing pour exécuter son plan de conquête électorale 2023. La marche a même commencé quand la soldatesse de Tshisekedi et sa milice, la milice de son parti, sont venus pour chasser et comment je puis dire, jeter le gaz lacrymogène, réprimer, etc. Ils ont arrêté des gens, ils les ont emmenés à la police, d'autres étaient blessés, etc. D'ailleurs, la presse en a fait le frais. Des photos et vidéos montrant l'interpellation brutale d'un journaliste congolais correspondant de Radio France Internationale, Patient Ligogi, ont été publiés sur les réseaux sociaux. Un peu plus loin, plusieurs groupes de policiers anti-émeutes et d'autres armées ont interdit aux vendeurs des marchés au bord du boulevard Lumumba d'étaler leurs marchandises et demandé aux autres personnes présentes de se disperser. La manifestation avait été interdite pour ce mercredi par la mairie qui l'avait renvoyée à vendredi. L'appel à manifester avait également été lancé dans d'autres provinces. À Lumumbashi, deuxième ville du pays dans le sud-est, la manifestation a été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène. Ancien opposant, le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir en janvier 2019 en succédant à Joseph Kabila. La prochaine présidentielle est prévue en décembre 2023. La nomination des membres de la commission électorale est au point mort depuis plusieurs semaines. Suspendues depuis 1 an et demi, les négociations entre Madrid et des indépendantistes catalanes très divisées reprennent mercredi afin de tenter de trouver une issue à la crise dans cette région secouée en 2017 par une tentative de sécession. Le premier ministre socialiste Pedro Sánchez, qui a fait l'apaisement en Catalogne l'une de ses grandes priorités depuis son arrivée au pouvoir en 2018, rencontre à Barcelone le président régional séparatiste Pere Aragonès avant que leurs équipes se réunissent. Les perspectives d'accord sont toutefois infimes tant les positions du gouvernement et de l'exécutif régional du Pere Aragonès sont opposées. Les perspectives d'accord sont toutefois infimes tant les positions du gouvernement et de l'exécutif régional du modéré Pere Aragonès sont opposées. Madrid a ainsi balayé de nouveau la principale revendication des indépendantistes, un accord sur l'organisation d'un référendum d'autodétermination. La seule option envisageable, selon le gouvernement, serait un vote des Catalans sur l'octroi de nouvelles compétences à la région, qui compte déjà sa propre police notamment.
La tentative de sécession en octobre 2017 de cette région du nord-est du pays, peuplée de 7,8 millions d'habitants, a été l'une des pires crises vécues par l'Espagne depuis la fin de la dictature française en 1975. Malgré l'interdiction de la justice, le gouvernement régional de Carles Puigdemont avait organisé un référendum d'autodétermination, émaillé de violences policières et suivi, quelques semaines plus tard, d'une déclaration d'indépendance mornée. Le gouvernement espagnol, alors dirigé par les conservateurs, avait réagi en mettant la région sous tutelle et en arrêtant les principaux dirigeants du mouvement qui n'avaient pas fui à l'étranger comme Puigdemont. Le gouvernement espagnol, alors dirigé par les conservateurs, avait réagi en mettant la région sous tutelle et en arrêtant les principaux dirigeants du mouvement qui n'avaient pas fui à l'étranger comme Puigdemont. Condamnés pour 9 d'entre eux à la prison en 2019, ils ont été graciés en juin par le gouvernement Sanchez. La formation de Puigdemont a d'ailleurs déclenché une crise en décidant de boycotter les pourparlers où elle voulait aller uniquement si elle pouvait être représentée par 2 indépendantistes graciés alors que seuls des membres du gouvernement régional peuvent y assister. Les pays alliés de la Russie et de la Chine se préparent à une série de rencontres au Tadjikistan consacrées à l'Afghanistan voisin. La prise de pouvoir des talibans suscitant l'inquiétude en Asie centrale, ces sommets doivent réunir 2 alliances régionales. L'Organisation du traité de sécurité collective, qui regroupe des ex-républiques soviétiques sous l'égide de Moscou, et l'Organisation de coopération de Shanghai, qui rassemble notamment la Russie, la Chine, l'Inde et le Pakistan. Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, se prononce. Personne ne s'empresse de reconnaître les talibans. Nous n'imposons rien aux talibans, aucune condition. Ils ont annoncé eux-mêmes leurs propres objectifs. Ils ont proclamé leur attachement à la poursuite de la lutte contre le terrorisme. Depuis le retour au pouvoir des talibans le 15 août, l'Afghanistan est en partie à l'arrêt, notamment en raison de l'intervention des flux financiers avec l'étranger qui perfusaient une économie sinistrée par plus de 40 ans de guerre. La situation devient critique pour des millions d'Afghans, déjà affectés par une sécheresse aiguë, les conséquences de la pandémie du Covid-19 et des décennies de guerre. Fidèles téléspectateurs, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne journée à toutes et à tous. Joliba Morning News.